Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre Suivre son destin. Son auteur Aïssata Doumbouya nous fait la sympathique amitié de nous tenir compagnie tout le long de l'émission. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'émission parenthèse pour le conte d'aujourd'hui, c'est parti. Suivre son destin. Ce roman retrace l'histoire d'Anna, une jeune fille africaine ayant reçu une éducation tantôt africaine, tantôt occidentale, via son père qui avait des fréquentations européennes. Contrairement à beaucoup d'enfants, elle vécut une enfance heureuse, avec Marc, avec qui elle était fiancée depuis sa tendre enfance. Comme toutes les jeunes filles de son entourage, elle fut excisée à 11 ans. C'est suite à ce malheur que sa vie connaîtra des hauts et des bas. Bonjour Aïssata. Bonjour. Alors, je voudrais d'abord, avant de commencer, vous féliciter et vous remercier pour ce tout premier roman que vous venez de faire publier chez l'Harmattan. Merci. Alors, et c'est vrai parce que bon, les auteurs au féminin, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Et puis, quand elles sont jeunes, ça fait plaisir. Parce que c'est de l'espoir, ça veut dire qu'il y a la relève qui se prépare. D'ailleurs, en lisant votre ouvrage, déjà la préface qui est signée par Oumar Sivori Doumbouya en parle un peu dans la préface de passage. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, voilà, on vous remercie de passage pour votre fidélité à l'émission Parenthèse. Et puis, si vous venez seulement de vous joindre à nous, nous sommes avec Aïssata Doumbouya, jeune auteur, pour son tout premier roman, donc Jeune Plume, nouvelle. Et puis d'ailleurs, l'ouvrage est une nouveauté chez l'Harmattan. Je disais, et le titre c'est Suivre son destin, et il y a un sous-titre, Hors des sentiers battus du mariage. Voilà, donc l'émission consacrée exclusivement à cet ouvrage et on en parle avec l'auteur elle-même. Alors, donc Aïssata, à présent, on va commencer tout droit. J'ai noté ceci. Je voudrais, pour cette première expérience, vous savez, on est beaucoup, parce que je dis on est beaucoup, je fais partie, on est beaucoup à savoir, à se poser la question de savoir comment les gens y font pour écrire. On a souvent envie d'écrire parce que tout le monde a une petite histoire quelque part dans le coin de sa tête, mais ce n'est pas tout le monde qui écrit pour autant. Donc pour nous permettre, ça va être exceptionnel dans cette émission, pour nous permettre de partager ton expérience avec la rédaction, pardon, il y a mon stylo qui tombe, avec la rédaction de cet ouvrage. Je voudrais vous poser la question, vraiment pour commencer, parlez-nous un peu de la genèse de votre roman, Suivre son destin, et comment est-ce que l'idée vous est venue, et puis comment vous vous êtes organisé, enfin voilà, moi vraiment je veux qu'on partage ça avec les téléspectateurs. Comment vous vous y êtes prise pour rédiger ce récit? D'abord, écrire a été un rêve d'enfance que j'ai réalisé. Voilà, depuis toute petite, j'aimais beaucoup écrire, faire des petites notes. Donc ça, c'est depuis toute petite. Et moi, ce que je fais, quand j'ai une idée dans la tête, je mets sur feuille. C'est ce que je fais. Vous écrivez? J'écris, ouais, j'écris. Oui. Souvent, j'écris partout où je suis même. Il m'arrive d'écrire, de sortir avec mon petit cahier, un stylo dans le sac. Oui. Partout où je suis, si je peux vraiment écrire, je me mets à écrire là-bas. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, je rassemble, oui, rassembler. Je rassemble, j'essaye de corriger. Et modifier certaines parties aussi. Oui, au fur et à mesure. Ah oui, parce que comme on dit, l'idée, c'est comme un bébé. Quand le bébé naît, il grandit, il mûrit. Enfin, l'idée aussi, c'est pareil. L'idée vous vient, vous notez, et puis ça peut mûrir. On alimente, on agrémente. Alors, c'est magnifique, on est content, on va en parler. Alors, à présent, je voudrais qu'on parle de la thématique, des thématiques, parce qu'il n'y a pas qu'une seule thématique abordée dans votre ouvrage. La préface l'indique d'ailleurs déjà. Et puis bon, j'en profite peut-être pour faire un petit coucou à monsieur Oumar Sivori Doumbouya.
qui fait un peu de d'éloge aussi à votre roman. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage. On en parle alors. Quelles sont les principales thématiques que vous avez abordées dans l'ouvrage? Moi, je l'ai lu, mais on le partage avec les téléspectateurs. Bon, j'ai abordé les thématiques telles que l'excision, le mariage forcé, la scolarisation de la jeune fille, le viol aussi. Parce que ce sont des faits qui existent et qui continuent vraiment à faire du mal aux femmes, en général, aux femmes. Vous avez, je me permets, vous avez connu cette expérience, excision, ou non, pas du tout? Oui, j'ai connu l'excision. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que ça vous touche et vous avez voulu en parler dans votre roman. Effectivement. Et oui, pour les téléspectateurs, parce que bon, il n'y a pas qu'elle aussi qui va parler de son ouvrage, puisque j'ai lu, vous parlez aussi, il est question aussi de l'amour. Moi, je suis amoureux, j'aime bien tout ce qui est amour. Vous n'en avez pas parlé, mais il est question, il y a une relation amoureuse, une relation d'amour extraordinaire au cœur de l'histoire que vous racontez dans cet ouvrage aussi. On aura l'occasion justement d'en parler. Pas possible de passer sans parler de cette relation d'amour là-dedans. Est-ce que c'est votre côté, ça? Ah oui, mais moi j'aime bien. Ça vous concerne, ok? Ah oui, si, ça me concerne. Enfin... Moi, mon rêve, c'est qu'on vive dans un monde où il n'y a que l'amour, où il n'y a pas de haine. Donc, et puis c'est sympathique, l'amour, c'est bien. Non, vous ne trouvez pas? Très bien même, s'il faut le dire. Très bien même. Allez, donc, on est avec le roman de Aïssata Doumbouya. Le titre, c'est « Suivre son destin ». À présent, on va parler des personnages principaux de votre ouvrage, ce qui va permettre aux téléspectateurs aussi de découvrir. On va vraiment rentrer dans votre ouvrage par le biais des personnages. Quels sont les principaux personnages de l'ouvrage, les personnages que vous avez créés de toutes pièces comme ça. Vous avez créé des personnages, vous les avez fait vivre et puis vous les avez fait porter votre histoire. Ces personnages-là, parlez-nous de ces personnages. D'abord, je vais commencer par l'héroïne. Anna. Il y a Marc, son bien-aimé, son fiancé de toujours, depuis sa petite enfance. C'est les deux protagonistes, les deux personnages principaux, Anna et Marc. Il y a aussi sa maman, la maman de l'héroïne, Anna. Il y a sa mère, son père, son petit frère, Fama. Il y a Tanti Safi, qu'elle considère comme sa deuxième maman, qui est la belle-mère de son fiancé Marc. Il y a le père de Marc aussi, M. Ben. Il y a le parrain de Marc, qui s'appelle aussi Marc, M. Marc. Il y a sa grand-mère, Nadoussou, sa grand-mère maternelle et sa grand-mère paternelle, Nafoudia. Il y a son grand-père aussi. Bon, tous ceux-ci sont dans le roman et ils jouent un rôle. Voilà. Et il y a son grand-père aussi, et son oncle, Sori. Voilà. Et quelques-uns comme... des personnages plutôt secondaires. Comme Madame Béa, Madame Béa, Il y a Sophie aussi, et le gouverneur de la ville. Alors, donc, ça, c'est les personnages. C'est extraordinaire. Je suis en train de vous suivre avec beaucoup d'admiration. Non, quand on écrit un roman, on crée, on va dire, un environnement, un monde. Et vous entendre parler de ces gens que vous avez créés, allez, ça vous ramène un peu à ce monde que vous avez créé. Alors, vous nous avez parlé des personnages principaux, justement, Anna et puis Marc. Et c'est vrai, je parlais tantôt de relations amoureuses. Et c'est vrai que Anna et Marc vont avoir une relation d'amour impressionnante. Mais cet amour-là vient de quelque part, depuis même au moment même de la naissance d'Anna. Parle-nous un peu de ça. Comment Anna et Marc se sont connus, parce que c'est un peu aussi là où ça se joue. Les deux se sont connus à travers leurs parents, deux familles qui sont très unies, qui sont même devenues une famille. Voilà. Anna est née, Marc était déjà dans la famille, ils se sont connus là-bas. Et Marc l'a fiancée, comme on le faisait avant. Voilà. Avant, on demandait la jeune fille en mariage depuis sa naissance. Quand elle
On lui attachait quelque chose à la main ou au pied. Il y a la maman qui vient, ou le papa, généralement ce sont les mamans qui le font. Elle vient et puis elle demande la main de la petite, du bébé qui est couché. Voilà, je veux qu'elle soit la future épouse de mon enfant. Donc ça a été comme ça avec Anna. Tante Safi l'a demandé directement, a demandé sa main, avant même à sa naissance, voilà. Oui. À sa naissance, elle a demandé sa main pour son fils Marc. Donc avant, ceci qui se passait, soit c'est à la naissance ou quelques mois après, 1 an ou 2 ans après, il y a une corde qu'on attache souvent au poignet, voilà, pour dire qu'elle est déjà réservée pour quelqu'un. Donc ça a été comme ça pour Anna. Oui, alors, et puis effectivement, je voulais savoir, les deux familles se connaissaient, les deux familles, c'était dans beaucoup de passages dans l'ouvrage, vous dites, les personnages disent, ah, on est de la même famille, il y a ceci, il y a cela. Et c'est vrai que la première partie de l'ouvrage est sympathique, tout est beau, tout est rose, et c'est vraiment une partie qui est un peu... En tant que lecteur, à un moment donné, je me suis dit, oui, mais c'est un roman un peu à l'eau de rose, c'est-à-dire où tout est beau, machin, pour cette première partie. Et puis c'est quand on quitte cette première partie, effectivement, qu'on rentre dans d'autres situations. Mais sinon, le roman commence, on va dire, dans un très beau jardin. Enfin, très beau jardin, un beau décor, avec des personnages magnifiques, où tout est beau. Enfin, une Afrique qui est magnifique. Bon. Et puis, au cœur du roman aussi, il y a le voyage. Je veux dire, une histoire, on a commencé, c'est vrai, j'ai commencé par vous demander de parler des personnages principaux. Mais c'est vrai que l'histoire est portée par ces personnages. Mais l'histoire aussi se déroule dans un espace, je dirais, une ville, un village, et puis c'est magnifique. Là, je vais vous poser la question sur les lieux. Les noms, les prénoms qui sont dans votre roman, c'est des prénoms africains, guinéens, j'ai envie de dire, Nadoussou, Nafi, et puis voilà, Anna, enfin voilà, et puis bon, le roman est coloré parce que bon, les prénoms sont à la fois africains, même occidentaux aussi. Hein, Marc, c'est pas forcément africain, guinéen. Anna et tout ça. Aussi. Donc il y a cette ouverture d'esprit aussi de l'auteur que vous êtes, hein, qu'on perçoit. Enfin voilà, en tant que là je parle en tant que lecteur, qu'on perçoit dans votre ouvrage. Mais oui, parlons des espaces. Il y a là-dedans Fabara. Le village, hein, Fabara, pas moi, c'est Fabara, le village. Hein, le village de l'héroïne, en tout cas. Et puis, il y a Tunkan. Oui. Hein, si j'ai bien compris, comme on a la chance de vous avoir sur le plateau, moi je vais vous poser toutes les questions que je veux. En tout cas, ce que je n'ai pas compris dans l'ouvrage. Tunkan, en langue malinké, ça veut dire exil, non pas l'exil, mais aventure. Hein, aventure. Tunkan, je ne sais pas si ça a un lien, est-ce que c'est symbolique, le fait de choisir la ville. Et puis parce qu'il y a un passage, une phrase, il y a des petits symboles comme ça qui vous frappent. Il y a un passage où Anna, enfin la maman de Anna, je crois, si je ne mélange pas, parce qu'il y a beaucoup de personnages, la maman d'Anna qui devait venir en ville, donc à Tunkan, qui devait quitter le village de Fabara, le village Fabara pour venir. Il dit, ah oui, mais j'aime pas la ville, il y a beaucoup de monde, je serai seule. Et parce que ça montre un peu, c'est une belle image, ça montre un peu que la ville est remplie de monde, mais on peut se retrouver seul, parce que ce monde-là, on ne connaît pas tout le monde. Donc, ça pose la question de l'anonymat quand on est en ville. Quand on vit en ville, on est un peu comme si on est à l'anonymat, c'est-à-dire qu'il y a du monde, mais vous ne connaissez pas ce monde-là. Donc, c'est un peu comme vous êtes seul. C'est une image. Voilà. Le village n'est pas grand, mais on n'est pas seul. C'est la solitude, au fait. Voilà, la solitude de la ville, malgré qu'il y a le monde. C'est extraordinaire. Les écrivains, vous êtes magnifiques. Voilà. Moi, ça m'a fait penser à Paris. J'ai dit, mais tiens, ce qu'elle dit dans cet ouvrage est extraordinaire. À Paris, il y a des millions d'âmes qui y vivent. Mais quand vous êtes à Paris, vous connaissez presque personne. Vous êtes seul pendant que vous êtes au milieu d'une foule. Le village où il y a très peu de gens, on n'est pas seul parce que
presque tout le monde se connaît. Oui. Vous n'êtes pas à l'anonymat, les familles se connaissent. Oui. Et on n'est pas seul. Alors qu'il y a moins de... Voilà, vous êtes fréquentés, vous fréquentez les gens. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Hein? Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc on parlait d'espace, on va en terminer là-dessus pour passer à autre chose. Donc, il y a le village de Fabara, et le village Fabara, et il y a le Tunkan, la ville. Oui. Il y a quelque chose qui se joue là. Parlez-nous un peu de pourquoi avoir choisi Fabara et Tunkan. Qu'est-ce qui explique ça? Vous auriez pu choisir Zéro-Corée, Mamou, Labé ou Conakry. Voilà, hein? Oui. Parlez-nous un peu de ça. Bon, j'ai essayé de faire le mélange entre la tradition et la modernité. Voilà, dès que pour quelqu'un qui connaît en tout cas la Guinée un peu ou le Malinké, quand on dit Fabara, ça signifie déjà quelque chose. Voilà. Et Tunkan aussi la même chose. Donc j'ai essayé de faire le mélange. Fabara, chez mon père, voilà le village, généralement c'est ça. Et Tunkan, à l'étranger, vous l'avez dit, non? Voilà, à l'étranger. Tunkan, à l'étranger, voilà, l'aventure. L'aventure et la ville, souvent c'est comme ça, quand on est en ville, on se croit un peu aventurier. On est en aventure. On pense qu'on est seul. Voilà, c'est à l'aventure, on ne connaît personne, même si on connaît les gens, mais c'est comme si on ne les connaît pas. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pas mal trouvé ça. Hein? Alors, Suivre son destin, c'est le nom du roman, alors le tout nouveau roman de Aïssata, hein? Je ne sais pas pourquoi je dis Aïssatou. Aïssata Doumbouya, notre auteur d'aujourd'hui, de parenthèse. Donc, tout nouveau roman, je disais, Jeune Plume pour vous. Nous, on est très, très contents de la recevoir. Et puis, s'il y a des jeunes qui portent des projets pour écrire des livres, l'émission Parenthèse serait très, très heureuse de vous recevoir. D'ailleurs, on privilégiera, hein, on va privilégier les jeunes plumes aux vieilles plumes. Non, faut encourager la jeunesse. donc vraiment, on est très contents. Alors là, à présent, on va venir à la structuration de votre ouvrage. Et comme tout livre, hein, comme tout projet, il y a une structure, il y a différentes parties. On écrit, vous avez dit, j'écris, après je rassemble. Mais tout ça est organisé. Je veux dire, parlez-nous un tout petit peu de la structure de votre ouvrage, les différentes parties qu'il y a là-dedans. Enfin, voilà, pour que les téléspectateurs donc, qui nous suivent puissent avoir une idée de comment vous avez procédé. Voilà, le livre comporte 3 chapitres. Voilà, et chaque chapitre a ses spécificités, a ses thématiques. Voilà. Le premier chapitre, la première partie, ça parle d'une Afrique rose, s'il faut le dire ainsi. Une enfance africaine, c'est le titre du premier chapitre. Voilà, ça raconte un peu comment les enfants vivent, comment ils se comportent entre les adultes, tout et tout. Et un peu aussi l'excision, parce que généralement l'excision ici c'est à l'âge de 10 ans. La jeune fille est excisée à l'âge de 10 ans, 12 ans, voilà. Donc c'était un peu ça. Et le deuxième chapitre, le titre c'est Les moments difficiles d'Anna. Voilà, les moments pendant lesquels elle sera entre... Sa vie va basculer, voilà, s'il faut le dire ainsi. D'abord, c'est la joie, tantôt c'est la joie, tantôt c'est le malheur, c'est le bonheur, c'est le malheur. Donc ça, c'est cette partie. Et le troisième chapitre, c'est le soleil levant. C'est là-bas, comme on le dit souvent, derrière chaque obstacle, il y a un sourire et un soulagement. Donc c'est là-bas qu'elle sera un peu soulagée. Après tant de malheurs, s'il faut le dire ainsi. Après tant de malheurs, donc Anna, l'héroïne, va voir les rayons du soleil, un petit souffle de bonheur et tout. Mais je posais cette question parce que rien que la structure du roman permet de dresser une image qui est absolument extraordinaire. Je veux dire, c'est un symbole même de la vie pour dire que quand on est... Tout est beau comme l'enfance, mais vraiment comme dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, enfant qu'on est, on ne se soucie de rien, tout est beau. Et puis après, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on mûrit, on est plus confronté à d'autres réalités, aux vraies réalités de la vie, qui ne sont pas forcément et toujours roses. Donc là, c'est un peu comme si on partait comme ça. Et puis après, on arrive à un moment où...
il y a les réalités de la vie. Et ça, vous montrez aussi dans cette deuxième partie, et ça, c'est intéressant. C'est un peu comme si vous indiquez au lecteur, oui, la vie, c'est ça. C'est dur, il y a des épreuves, mais ces épreuves-là, il faut les traverser avec courage, il faut les surmonter. Voilà, justement, je prends votre mot. Et puis, après, comme vous le dites, la troisième partie, c'est vraiment, en soulagement. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Le beau temps. Après la pluie, le beau temps, donc on est avec Aïssata Doumbouya, l'auteur de Suivre son destin, en sous-titre, Suivre son destin hors des sentiers battus du mariage. Le mariage, ça représente quoi pour vous? Il est question du mariage aussi dans votre ouvrage. C'est quoi le mariage pour vous? Selon moi, le mariage, c'est comme si on concrétise ce qu'on a déjà, une union en fait, voilà. On est en union, on s'aime et puis on se dit de se marier, voilà. Et pour moi, le mariage, c'est d'abord la compréhension. Voilà, quand vous vous comprenez bien et vous sortez pour officialiser, voilà, c'est que vous avez entre vous deux. Et pour moi, le mariage, c'est d'abord nous deux, c'est d'abord le couple, avant les autres. Voilà, je veux dire, il ne faut pas penser aux autres d'abord. Il faut se dire, ok, j'aime la personne là, donc je me marie avec elle, c'est tout. Mais il ne faut pas se marier parce que les autres se sont mariés ou parce que la famille t'oblige, elle vous oblige à vous marier, donc il faut qu'on se marie maintenant. Il y a l'âge qui est là, donc il faut se marier. Non, moi je me dis qu'il faut se marier parce qu'on a envie, on en a besoin de se marier. Quand on a décidé de réaliser un projet, d'accord, je vais faire référence à votre ouvrage, hein, là on reste dans l'ouvrage. Quand on a décidé d'écrire et qu'on a une idée, hein, comme ça a été chez vous, comme ça a été votre cas, vous avez une idée, et puis que vous avez, on va dire comme ça, réussi à rassembler toutes vos idées, à rédiger, et puis à réussir à vous faire éditer chez un éditeur. Pour votre cas, c'est chez l'Harmattan. Et puis, on a forcément vécu des choses, en tout cas dans la réalisation de notre projet. On a vécu des choses. Et pour ce qui vous concerne, nous, on a envie, enfin, moi, j'ai envie de savoir, si tu veux bien, voilà, envie de savoir qu'est-ce que, dans cet ouvrage-là, tu as vécu, qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience d'écriture pour suivre son destin. Bon, j'ai rencontré des difficultés, comme tout le monde et comme tout travail d'ailleurs. Voilà. Ce qui me fatiguait beaucoup, c'était un soutien. Genre quelqu'un à côté pour me guider, voilà, dire quand j'écris, pour me soutenir, ah c'est comme ça, il faut faire, ça j'ai pas eu, c'est après. C'était après, après avoir soumis mon texte, mon manuscrit, voilà, que j'ai rencontré Omar Sibori Doumbouya. Mais avant lui, donc, je faisais tout, toute seule. Voilà, donc j'ai rencontré des difficultés, mais bon, elles n'étaient pas nombreuses. C'était surtout au niveau de la saisie. Quand on écrit quelqu'un pour saisir, il faut être à côté, l'auteur même, voilà, pour corriger certaines erreurs. Et quand on n'est pas à côté, le gars qui saisit peut souvent modifier les phrases, donc il faut être à côté. Voilà, le côté financier, ça c'est chez tout le monde, c'est dans tout travail. Et aussi le temps, il faut avoir beaucoup de temps. Et surtout quand on soumet le manuscrit, il faut avoir le temps, il faut être patient, il faut être beaucoup patient pour que le livre soit publié. Voilà. Voilà. Et quand vous avez donc soumis, là on en parle, hein, je dis, on va utiliser votre cas pour essayer de partager votre expérience avec ceux qui souhaitent écrire. Quand vous avez soumis votre manuscrit chez votre éditeur, hein, qui est l'Harmattan, il vous a pris combien de temps pour que vous ayez une réponse? Plusieurs mois, hein, parce que c'est 2 ou 3 mois, voilà. 2 ou 3 mois. Quand j'ai soumis pour la première fois, ils m'ont appelé pour me dire
après l'examen, voilà, il a fallu que je reprenne certaines parties. Voilà, les remarques. Oui, beaucoup de remarques, oui. Je veux savoir, ça portait sur quoi, ces remarques, ces notes? C'était au niveau de la ponctuation, voilà. Voilà, les points et virgules, ça me fatiguait un peu, voilà. Les phrases étaient aussi longues, donc il fallait réduire, voilà. J'avais pas ces notions, donc ça m'a fatiguée. Donc j'ai repris, j'ai tout fait, j'ai corrigé, voilà. Et c'est là où Sivori m'a aidé, voilà, on a travaillé ensemble et j'ai soumis encore pour la deuxième fois. Et là, ça a marché. Ouais. Et là, ça a marché parce qu'on a cet ouvrage donc, avec pour titre « Suivre son destin hors des sentiers battus du mariage ». On n'en a même pas parlé, mais parlons-en. Hein, le titre, en général, c'est par le titre qu'on commence. Pourquoi avoir mis le titre « Suivre son destin » ?